Madar. Aujourd'hui, notre invité est le docteur Aboubekrin El Jarrah, qui est professeur vacataire à l'université de Nouakchott, chef de service au ministère de l'action sociale et cadre plutôt militant du parti INSAF. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de vous présenter l'invité du jour. Donc, comme je l'ai dit tantôt, M. Aboubekrin El Jarrah est donc juriste de formation. Il est professeur vacataire à l'université de Nouakchott et membre du comité d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Actuellement, il est rapporteur pays pour le Sénégal, l'Algérie, les Comores, la République sahraoui, le Niger. Il est président donc du groupe de travail sur les enfants vivant en handicap et rapporteur spécial sur la santé. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire le tour de l'actualité politique, de l'actualité, disons, nationale avec notre invité, docteur Aboubekrin, qui est donc, comme je l'ai dit tantôt, grand militant également du parti INSAF. Bonsoir, docteur. Merci Bakary de me donner l'occasion aujourd'hui de discuter des questions politiques sur votre site Madar. De vive voix, on va essayer de discuter et d'échanger sur les questions de l'heure. Voir quelles sont les actions que le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, a posées comme acte pour booster le développement de la Mauritanie, en allant des questions politiques, culturelles, sociales et éducatives, autant sur le plan social. Comme vous le savez, le président de la République a fait un certain nombre d'actions assez importantes sur le volet social, en créant la CNAS, qui est la Caisse nationale de solidarité maladie, qui donne accès aux groupes les plus vulnérables à l'assurance maladie, avec 2700 ouguiya, vous pouvez assurer votre famille. Il y a aujourd'hui, comme vous le savez, l'apaisement qui s'est fait sur la scène politique. Aujourd'hui, le président, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, a tendu la main à toute l'opposition aujourd'hui en Mauritanie. Et comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un apaisement sur la scène politique qu'on va certainement développer ultérieurement. Et que sur le plan de l'éducation, vous le savez, aujourd'hui, il y a la renaissance de l'école républicaine. Donc nous allons revenir sur toutes ces questions que vous venez de soulever ici, sur tous ces points qui sont effectivement des points très importants sur lesquels nous allons essayer de recueillir votre avis et nous allons donc essayer d'aller point par point, et en commençant par le 63e anniversaire de l'indépendance nationale qui vient d'être célébré donc il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce 63e anniversaire et sur le chemin parcouru par le pays depuis 1960? Merci M. Bakary. Au passage, je vais dire bonne indépendance au peuple mauritanien qui vient de célébrer son 63e anniversaire. C'est l'âge, on dit, mature de la Mauritanie. La Mauritanie a fait une traversée des déserts, comme l'a dit M. le Président, feu Mokhtar Dada. On a passé de la tente aujourd'hui aux immeubles. Ça veut dire que l'État a connu un certain développement urbain que nous permet aujourd'hui de voir des bâtiments où passer nos conseillers des ministres. Vous savez, le premier conseil des ministres de la Mauritanie a passé sur la tente. Aujourd'hui, on a un palais neuf où les gens tiennent les conseils des ministres pour essayer de prendre de grandes actions pour faire développer la Mauritanie. À ce 63e anniversaire, le président de la République a décoré des personnalités qui ont fait un parcours aussi bien en politique que sur le plan des droits de l'homme, qui ont donné leur vécu. En l'occurrence, le président a décoré le président Ahmed Boudada, qui fut le gouverneur de la Banque centrale. Ce sont des gens qui ont fait de grandes réformes financières au niveau de la Mauritanie. Il a décoré l'un des premiers architectes de la Mauritanie,
l'ingénieur Boubacar Messoud, vous le savez tous, c'est un acteur incontournable de la scène des droits humains en Mauritanie. Et aujourd'hui, la main tendue par le commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et la relation avec la société civile, avec SOS Esclaves, pour faire booster les questions de l'esclavage par ascendance. Aujourd'hui, l'État mauritanien a décoré des hommes de la tenue, qui est très important, valoriser ce que font nos hommes de tenue pour la défense de notre territoire qui est morose, vaste. Ils sont en train de faire un travail inlassable. Vraiment, je félicite le président de la République de nous avoir décoré, reconnu les efforts pour défendre ce pays. Il y a d'autres investissements qui ont été à Rosso pour essayer de lancement du pont entre Rosso Sénégal et Rosso Mauritanie dans le cadre de l'Anvers, qui va donner certainement un essor économique de la vallée, surtout entre les deux Rosso. Ça va faire une fluidité, une circulation des biens et des personnes. Ça, c'est très important. Le président de la République a été à Zouérat pour inaugurer l'un des plus grands gisements minéraux en Mauritanie. Ça, c'est important. Ça booste l'économie mauritanienne. Et très prochainement, l'accord entre le Sénégal et la Mauritanie pour l'exploitation du gaz et des pétroles, je crois que ce sont des actions assez importantes qui, à l'avenir, vont donner vraiment un coup de pouce à l'économie mauritanienne. Et certainement, on aura l'impact de ces jugements de gaz et pétrole sur les Mauritaniens. Je crois que ce 63e anniversaire donne de l'espoir au peuple mauritanien, d'autant plus que le chef de l'État est en train de faire un assainissement. Vous savez qu'aujourd'hui, l'inspection d'État dépend de la République, c'est pour assainir, investir. Et vous savez, aujourd'hui, le dernier rapport de la Cour des comptes a fait tomber des têtes. Ça veut dire que le président de la République a cette volonté d'assainir, de mettre de la transparence dans la gestion de l'État. Je crois que cet anniversaire nous a fait siffler notre 63e anniversaire avec certainement l'aboutissement dans les mois à venir du pont du PK10 et le pont de Carrefour dont les travaux sont en avance. Et vous avez vu l'extension du goudron de l'autoroute entre Carrefour Madrid et les PK. Je crois que ce sont des infrastructures assez importantes qui vont un peu décongestionner la vie de la chose pour avoir vraiment une voirie qui permet la fluidité de la circulation. Et je crois que cet anniversaire, comme vous l'avez vous-même constaté, mon journaliste, que je vous félicite au passage, le président de la République est en train quand même de booster cette économie. Et vous voyez actuellement toute la Mauritanie est vers Oualata où va s'ouvrir le festival des villes anciennes. Ça va permettre au Ouadan d'avoir au moins une semaine d'intensité économique où vraiment les organisations à la base, les coopératives, les artisanats vont au moins, durant cette semaine, faire rentrer des revenus qui va les permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Voici succinctement l'économie de notre chère indépendance. Donc, effectivement, donc, au lieu de Ouadan, c'est Oualata. Donc, je voudrais effectivement, donc, à vous entendre, donc, le pays a connu un bond en avant depuis 1960. Il y a eu incontestablement des avancées donc, à tous les niveaux, même si tout n'a pas été fait, tout n'a pas été toujours rose également. On sait qu'il y a eu également beaucoup d'obstacles sur le chemin du développement donc, du pays. Je voudrais que vous reveniez un peu sur un aspect de ce 63e anniversaire concernant notamment les décorations qui ont été donc faites pour certaines personnalités qui se sont distinguées donc, par leur action, et notamment des personnalités politiques qui ont été décorées. Je crois que c'était une première. Par exemple, vous avez parlé de la décoration de l'homme politique Ahmed Dada, quand même, qui est vraiment un monument de la politique nationale. Vous avez parlé également de la décoration de Boubacar Messoud, qui est vraiment l'un des leaders incontestés de la lutte contre l'esclavage et des droits de l'homme.
Quelle lecture faites-vous de ces deux décorations notamment, que certains considèrent comme étant vraiment une victoire pour le régime du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani? Je crois que cette déclaration rentre dans la ligne, comme je l'ai dit tantôt, de l'apaisement que fait le président de la République sur la scène politique. Il est important pour avancer de dialoguer, d'écouter chaque fils de la Mauritanie. Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, le président de la République veut écouter tout le monde, va récolter l'avis de tout le monde. Cette contradiction n'est qu'une bonne santé de la scène politique de la Mauritanie. Donc il est tout à fait normal que le président de la République décore des hommes politiques, surtout de l'opposition, qu'on appelait opposition radicale, et que cette déclaration, ça rentre aussi dans la ligne droite de l'accord tripartite fait entre le parti INSAV et le parti de RFD et l'IFP, l'Union pour les forces, le pacte républicain. Oui. Pourquoi on dit pacte républicain? Tout ce qui fait avancer la République doit être salué. C'est vrai, on ne peut pas avoir un consensus sur tout. C'est l'œuvre humaine. L'œuvre humaine toujours est relative. Mais si le président de la République s'ouvre pour décorer les personnalités qui d'antan étaient diabolisées, mais le président de la République a apaisé, il les a décorés de l'ordre du mérite national. C'est l'une des plus grandes distinctions de l'État mauritanien. Je crois que c'est une ouverture. Ça va dans le sens de l'apaisement de la scène politique qu'a fait le président de la République. Laissez tout le monde parler, écouter tout le monde. Et c'est bon, et vous voyez vous-même, vous êtes un analyste de la scène politique de la Mauritanie, vous êtes un journaliste analytique, vous allez constater de vous-même que cette ouverture a apaisé la scène politique au niveau de la Mauritanie. Je crois que c'est une très très bonne ouverture, et je crois que aujourd'hui l'appel à la deuxième candidature du président de la République qu'a fait l'Association des maires de Mauritanie, ce n'est que dans le même alignement d'apaisement, d'ouverture pour la scène politique. Et la déclaration de ces deux hommes, elle est tout à fait logique. Le parcours qu'a fait M. Boubacar Boussoud, avant même d'être un acteur des droits de l'homme et la lutte contre le travail, il fut directeur général de la sous-régime. Il a contribué à l'essor de la construction de ce régime PS. Et donc c'est un architecte. Il a même été l'un des premiers artisans à la construction de la capitale mauritanienne. Donc c'est tout à fait normal que le président de la République les décore. Ahmed Ould Daddah, comme vous l'avez dit, c'est un icône d'opposition mauritanienne avec le président M. Ould Khair, le président de l'Alliance populaire progressiste. Ils sont des monuments d'opposition. Aujourd'hui, ils sont, c'est vrai, au troisième âge, mais ils ont fait leur partition de la contribution à l'effort de développement de ces pays. Ils se sont donnés corps et âme. Donc si le président de la République aujourd'hui décore ces personnalités, ce n'est que le bon sens, ce n'est qu'une continuation dans l'apaisement et l'acceptation de l'autre dans la scène politique. Et il est important d'accepter l'autre dans sa différence. Ce n'est que logique, c'est une œuvre humaine. En tout cas, de vive voix, nous félicitons Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Cheikh Mohamed Cheikh El Ghazouani, de voir ce talent d'ouverture et d'apaisement de la scène politique. Et ma lecture, elle est ça, ce n'est qu'une continuation de cet talent d'ouverture, oui, cet apaisement, voilà. Et à l'écoute de tous les acteurs politiques de la scène politique. Il n'y a pas aujourd'hui un acteur politique en Mauritanie qui n'a pas été écouté par le président de la République avec une oreille attentive. Il n'y a pas un opposant qui rencontre le président de la République qui n'était pas qu'il soit satisfait de cet entretien. Mais l'opposition se laisse l'opposition, la majorité laisse la majorité, c'était qui gouverne. Donc nous, en tant que majorité, on va défendre le bilan de notre président de la République sur tous les plans. Comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit, effectivement, tout n'est pas rose. Ça, c'est l'événement, c'est tout à fait logique. Il y a toujours des insuffisances qu'on va combler, certainement, à l'appel de la deuxième candidature du président de la République, que je soutiens de vive voix. On va revenir sur la situation politique actuelle qui est marquée effectivement par un certain bouillonnement, parce que vous le savez sans doute, nous ne sommes plus loin de l'élection présidentielle
Et actuellement, les états-majors vraiment sont en train de se préparer. On a vu donc ce pacte donc républicain qui a été récemment donc signé entre deux grands partis de l'opposition avec donc le parti INSAF. Donc, et on voit que de plus en plus de partis donc sont en train d'être attirés par ce pacte-là, parce que tout simplement il répond donc à l'aspiration et aux revendications de l'opposition en général. Mais comment évaluez-vous en tout cas la situation actuelle au niveau de la scène politique, et notamment concernant l'action qui est entreprise au niveau de la majorité pour préparer la présentation du candidat de la majorité qui est le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani? Bon, c'est une lecture tout à fait positive, parce que le président de la République, comme vous l'avez dit, il a posé des actes qui sont plus qualitatifs que quantitatifs. Quand on parle d'apaisement, c'est important. Sans paix, il n'y a pas de développement. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de démocratie sans développement. Donc, ce bouillonnement, ce n'est que logique pour la continuité des actions du président de la République qui est en train de faire un travail remarquable. Peut-être, on peut dire qu'il y a peut-être un manque de communication et de tapage médiatique par rapport aux actions du président, mais le président de la République est en train de faire un travail remarquable, et que c'est tout à fait logique que la majorité et les partis INSAF s'activent pour demander au président de la République de faire un deuxième mandat pour continuer cette œuvre de réalisation, de stabilisation du pays. Et certainement, le deuxième mandat sera le mandat offensif sur le plan économique, vu l'espoir de l'exploitation du gisement minier que le président de la République vient de lancer au Tirzoumour, à Zouérate, avec l'exploitation du gaz et du pétrole entre la frontière de Fédération du Sénégal et la Mauritanie. Donc ça demande vraiment d'avoir une personnalité apaisée, une personnalité d'esprit d'ouverture pour gérer le gaz minier. Comme vous le savez, le gaz tire des appétits, le pétrole tire des appétits, donc on a besoin d'avoir un président de la République stable, un président de la République qui réfléchit, un président de la République qui veut avancer les choses lentement mais sûrement. Ça, c'est important qu'aujourd'hui, la scène politique s'active. Vous avez, après la session des maires, il y a même les partis de l'opposition qui ont fait une conférence de presse en direct sur la télé et la radio pour demander au président de la République de se présenter. Donc, le président de la République, dans sa dernière interview à Jeune Afrique, il dit qu'il va se présenter au deuxième mandat que si le peuple le demande. Aujourd'hui, comme vous le savez, les mairies, les maires sont les élus de la population, sont les représentants de la population. Ils ont fait une motion de soutien à la candidature du président de la République. Donc, vraiment, c'est une très bonne chose. Les partis politiques qui soutiennent les partis INSAF et le président de la République, eux aussi, ils ont fait une conférence de presse, ça fait, je crois, que 2 semaines, pour demander au président de la République de candidater pour un deuxième mandat. Je crois que c'est écologique pour essayer d'entamer la deuxième phase du programme OLUIAT du président de la République, qui est un programme vraiment ambitieux qui veut aujourd'hui, la première phase a été surtout axée sur le volet social. Le président de la République a donné aujourd'hui la plus grande prise en charge que le pays n'a jamais connue, un contingent social assez important. Plus de 10 000 familles ont accès à l'état civil gratuitement à travers l'agence d'ASO, ça c'est très important. Il a créé la CNAS, la Caisse nationale d'assurance solidaire, qui permet au groupe vulnérable d'avoir accès à l'assurance maladie. Le président de la République, pour la première fois, on a pris en charge l'assurance maladie au Docker, qui a été une demande par le Docker du port. Le président de la République l'a fait, les Docker ont accès aujourd'hui à l'assurance maladie. C'est le plus grand contingent en matière d'assurance sociale que le président de la République a mis en place au niveau du pays. Ça, c'est des choses à saluer. Vous savez, la maladie, la santé n'a pas de coût.
En tout cas, le président de la République a fait un effort inlassable par rapport à ça. Et je vous informe aussi qu'au niveau du ministère de l'Action sociale de la France et de la famille, on a la direction de l'Action sociale qui fait une prise en charge des malades indigents. Le ministère appuie à travers le budget de l'État des malades qu'on a vécu à l'étranger. Les malades à des billets, les billets des malades plus sont accompagnants. Et il y a une caution financière qu'on donne aux malades pour l'aider dans sa prise en charge. Ça, c'est vraiment, ce sont des actions assez importantes que l'État a fait pour vraiment se voler action sociale. C'est le plus grand contingent que l'État n'a jamais connu depuis l'indépendance. Donc ça, c'est très important et c'est à saluer. Là, vraiment, on entend le militant de l'INSAF qui parle, qui présente tout en rose, mais je crois que le discours qu'on entend de l'autre côté, du côté de l'opposition, est complètement différent. Et il y a également la réalité qui est là, avec laquelle il faudrait également composer. C'est vrai que... Laquelle? Il y a effectivement, j'en viens. Oui. Donc, il y a effectivement des avancées qui ont été faites sur les plans économiques, sociaux, etc. Mais il n'en est pas moins vrai que également la situation, en tout cas économique, n'est pas aussi rose que cela. Surtout quand on regarde du côté du panier de la ménagère. On sait qu'aujourd'hui, les prix vraiment ont flambé et puis les gens se plaignent beaucoup de cette situation, notamment au niveau des ménages les plus vulnérables, les plus pauvres, etc. Donc, je crois que cette situation également est à prendre en compte. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que, au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui est proposé pour essayer de soulager, en tout cas, ces populations qui sont dans l'incapacité d'assurer parfois même leur pitance quotidienne. Et je crois quand même que sur ce plan-là, on voudrait savoir qu'est-ce que le gouvernement en fait réellement sur ce plan-là, surtout sur la situation des ménages, sur la situation des prix. Merci. Merci, M. Bakary. Je crois que je vais vous répondre. Et je voudrais que l'État mauritanien a mis en place pour essayer de compenser la hausse des prix et pour essayer de soulager ces groupes vulnérables. Je vous informe que l'agence TAAZO, ce qu'on appelle la délégation à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion sociale, elle fait un travail remarquable dans ce sens pour essayer d'aider les groupes les vulnérables. Je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 000 familles qui sont appuyées par un programme de lutte contre l'impact de Covid à travers l'UNICEF, qui appuie aujourd'hui 10 000 familles handicapées. L'État donne un cash transfert à travers l'agence de registre social. Le registre social a identifié des familles qui reçoivent mensuellement 10 000 guillards par mois et accompagnées d'une activité générale de revenus de 100 000 guillards, uniquement pour les familles ayant une personne handicapée. Et l'identification a été faite par la plateforme de registre social, qu'on appelle la plateforme numérique, où toute famille, on la localise par rapport à la plateforme et on leur donne de l'argent pour essayer de soulager les familles plus vulnérables. TAAZO donne aux familles vulnérables. Les 100 000 familles qui ont été prises en charge par l'agent TAAZO, c'est l'assurance maladie, ils ont un cash transfert de 20 000 guillards par mois. Et l'agence TAAZO a fait des actions d'accompagnement des familles en donnant des bonbons de gaz. Vous avez vu, ça fait 2 ou 3 mois, elle a distribué des bonbons de gaz aux groupes de familles indigents qui ont été identifiés par le registre social. Et le registre social a des familles indigentes que l'État appuie pour essayer de soulager, comme tu as dit, ces groupes vulnérables. Effectivement, avec la montée des prix, l'État est en train de compenser. Ils sont en train de prendre des mesures à travers l'agence pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion sociale. C'est vrai, seule l'omniprésence de Dieu qui peut être étalée à tout le monde. Comme je l'ai dit tantôt, les remèdes toujours à des insuffisances, mais l'État est en train de faire
des actions pour soulager vraiment ces familles vulnérables. Tout à fait, on ressent l'impact de la guerre de l'Ukraine. C'est le panier des ménagers en Afrique, surtout dans les pays en voie de développement. Il faut pas, c'est le perte de vie. Il y a l'impact même de l'instabilité dans les G5 Sahel, comme vous le savez. Tout ça, ça peut impacter sur la sécurité des biens et des personnes. Et aujourd'hui, les plaies, on a une crise des plaies. Et la majeure partie des Mauritaniens consomment le couscous, comme vous le savez. Donc, c'est vraiment, l'État, en tout cas, malgré toutes ces difficultés, est en train de faire des efforts énormes à travers l'agence. Hier, le délégué a inauguré des projets pour les groupes vulnérables au niveau à l'intérieur. Donc, ce sont des actions qui sont en train d'être faites par l'État mauritanien pour essayer de soulager ces familles vulnérables. Vraiment, comme je l'ai dit, et je vais le répéter, le vie humain est toujours synonyme d'insuffisance, mais on essaie de faire le mieux. Oui. Petit à petit, les efforts sont finis. En tout cas, le gouvernement est en train de faire des efforts, malgré qu'on a des poches, c'est vrai, hein, des poches de pauvreté, mais l'État est en train de faire des efforts, en train vraiment de pouvoir soulager les familles par la création de la délégation, c'est son rôle. C'est la délégation à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion sociale. Et le président de la République, dans son discours à Chinguetti, a demandé même qu'on ne doit pas laisser pour compte les démunis. On veut que l'État, les acteurs politiques prennent en compte les discours du président de la République, parce que toute déclaration du président de la République, ça doit être une directive, les gens doivent prendre en compte. Dans son discours à Walataï, il a répété, il faut que vraiment l'État se rapproche plus des administrés, que l'État fait attention à ce groupe très vulnérable, que l'État, le président de la République a dit qu'il porte l'État mauritanien sur le dos. Donc on doit respecter le discours du président de la République et que l'État doit prendre des mesures par rapport à ça. Mais je dirais que, en tout cas, l'État, avec les partenaires, on essaie de faire de notre mieux. C'est vrai que ce que fait l'être humain peut toujours avoir des défaillances, mais on essaie de corriger au mieux cette problématique des groupes vulnérables. En tout cas, je vous l'ai dit tantôt, le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille donne des assistances aux maladies chroniques, les gens qui ont le diabète, qui ont l'hypertension, les malades dialysés. Aujourd'hui, ils sont pris en charge gratuitement par l'État mauritanien. Et tous les examens afférents à l'hémodialyse, les gens qui ont une insuffisance rénale, c'est pris en charge gratuitement par l'État mauritanien. Ça ne fait même pas une semaine, Madame la ministre de l'Action sociale de la famille a ouvert une pharmacie pour les malades dialysés au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed. Ça, ce sont des efforts. Aujourd'hui, la communauté urbaine de la Chaude, que je salue au passage, fait des efforts assez importants pour aider l'État dans la prise en charge des malades indigents. Ils ont même eux aussi à leur niveau ouvert des pharmacies pour aider les malades indigents. C'est vrai, on doit davantage multiplier ces efforts pour la prise en charge des groupes vulnérables. L'État est en train de faire des efforts. En tout cas, je pense qu'avec cette dynamique, si on fait une synergie des actions, ça pourra vraiment soulager le citoyen lambda, vraiment que nous soutenons de vive voix. Oui, mais est-ce que, bon, on sait qu'entre quand même les discours, entre les discours et les actes, il y a toujours un fossé qui est là. Je crois qu'il faut le reconnaître. Bon, vous avez parlé effectivement de ce qui est fait au niveau de Taazur, qui est quand même une agence qui a quand même de gros moyens. Et vous avez dit que c'est une agence qui finance en tout cas des actions telles que le cash transfert pour près de 10 000 familles, ce qui peut-être n'est pas aussi important que cela, vu quand même, comparé un peu en tout cas le nombre des populations qui sont nécessiteuses. Il y a également un autre problème qui se pose, qui est le problème du registre social. Vous savez qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre ce registre, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de familles pauvres qui n'ont jamais accès vraiment aux interventions de Taazur.
alors qu'elles en ont cruellement besoin, même au niveau de la capitale Nouakchott. Oui, Beaucoup de poches. Oui, est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal? Non, je vous informe que ce sont des listes interactives. Les listes aujourd'hui, on peut sortir de cette exigence. Et je vous informe que le registre social est en train de faire une enquête d'identification des familles vulnérables. Ces poches qui n'ont pas été touchées. Parce qu'en principe, le projet c'était ça. C'était des listes interactives. En ce moment, si la famille, son niveau de vie s'améliore, ça sort la liste, on prend d'autres familles. Ils sont en train quand même de préparer une enquête d'identification des ménages pauvres pour essayer de les aider. Et c'est vrai que ces 10 000 familles, donc ces 10 000 familles que j'ai parlé, c'est des familles ayant un enfant handicapé. C'est un programme fait par le ministère de l'Action sociale de la famille et l'UNICEF. Mais peut-être à travers le registre social. Parce qu'aujourd'hui, le registre social, on veut que le registre social soit une référence en matière d'intervention pour le groupe vulnérable. On veut que tous les acteurs qui veulent intervenir dans le cadre de la vulnérabilité, qu'il y ait le registre social qui peut être une référence par rapport à l'identification des groupes vulnérables. Parce qu'ils sont les moyens, ils ont une plateforme, on ne met que tous les acteurs qui veulent intervenir en matière de registre social puissent passer par cette institution pour qu'on puisse canaliser, pour qu'on puisse avoir des registres fiables, des registres un peu sécurisés, pour que vraiment que les partenaires utilisent cette base de données. Si on le fait, on aura une base de données fiable, parce que c'est une plateforme très limite. Aujourd'hui, si Indi Bakri n'a pas eu son argent, son cash transfert, on peut savoir pourquoi Bakri n'a pas eu ça, pourquoi la famille n'a pas visité Bakri. Il suffit de taper Tony Eni, toutes ces données apparaissent sur la plateforme, donc ça c'est important. Il faut que vraiment on lance un vibrant hommage à tous les partenaires qui veulent intervenir en Mauritanie, de passer par le registre social, qui a vraiment des techniciens, des ingénieurs, des animateurs qui peuvent faire le travail de façon incapable. Ils sont en train de faire une nouvelle enquête d'identification et de repérage des groupes vulnérables pour essayer de réagir l'assiette des jeunes. Comme je l'ai dit, et je vais toujours tenter de le dire, toute œuvre humaine peut avoir des insuffisances. Tout ce qui est humain fait est relatif. Seul Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc ça veut dire que vraiment, quand on voit des défaillances, on doit les signaler, on les corrige, comme vous l'avez dit. Effectivement, ces poches, on doit les signaler. Tous les hakim, moi j'ai vu des hakim au niveau de Makata qui ont intégré des familles indigentes au niveau des social. Il faut que l'information soit transmise aux autorités locales. Certainement, ils vont prendre les mesures nécessaires. Si on voit que la famille est indigente, elle est dans la nécessité, le préfet certainement va instruire les social de faire une enquête, de s'assurer que la famille est indigente. On l'intègre dans le social. C'est vrai, comme vous l'avez dit. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que le social, l'agence est une nouvelle création. Au fur et à mesure que l'agence se perpétue et a toute l'expérience, les gens vont repérer davantage et l'assiette des vulnérabilités va s'élargir. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que la liste elle est interactive. Il y a des gens qui peuvent avoir les conditions de vie s'améliorer, qui peuvent sortir. Il y a d'autres familles qui peuvent rentrer. C'est-à-dire que la liste elle est dynamique. Donc c'est tout à fait normal qu'on peut avoir des gens qui n'ont pas intégré pour la première fois. La deuxième fois, ils intègrent. C'est comme ça. Donc on vous l'avait dit. En tout cas, l'État est en train de faire des efforts pour essayer de régler cette problématique. Comme je vous ai dit tantôt, l'effort est là, la volonté est là. Si les citoyens aident, ça va marcher. Donc moi je crois quand même que cette question-là est très importante parce qu'il s'agit vraiment de l'amélioration des conditions de vie des populations, qui est vraiment la priorité des priorités. Donc je crois que sur ce plan-là, en tout cas, ce qui est en train d'être fait est certainement positif, mais je crois que c'est au niveau des approches qui sont adaptées aussi bien par l'agence Ta'Azur et que par le ministère des Affaires sociales. Par exemple, est-ce que le fait de continuer à donner de l'argent, par exemple le cash transfert,
est-ce que vraiment c'est une solution durable? C'est ça le cash transfert, c'est éphémère parce que je vous ai dit que le cash transfert est accompagné d'activités de revenus. Ces activités, la famille doit développer une activité qui doit lui permettre de générer, de porter des revenus pour qu'il soit autonome. Parce qu'on ne peut pas être toujours dans l'assistance. On a dit qu'on va faire dans un premier temps un cash transfert pour permettre à la famille d'être un peu solide. Et puis un cash transfert, un financement pour une en amont pour que la famille puisse avoir un revenu qui pourra avoir un impact sur l'éducation de l'enfant, qui pourra avoir un impact sur l'accès à la santé de la famille. Et il faut aussi que la famille soit conscientisée qu'elle doit sortir de cette assistance. Parce que la GER, on l'a donné pour que les gens puissent développer des activités, puis qu'ils soient autonomes. Et c'est là un des volets assez importants du président de la République, c'est l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, le MASEF a signé avant-hier. Hier, la ministre était au Trasa pour signer des conventions avec des coopératives qui fabriquent du lait. Ça, c'est important. Il y a du lait qui s'est déversé. Aujourd'hui, les femmes fabriquent le lait, ils fabriquent des dérivés, des yaourts. Ça peut être une alimentation au niveau local. Ça, c'est très, très important. Et au passage, je félicite Madame la ministre qui a lancé ce programme hier avec le Wali du Trasa. Donc, ce sont des efforts qu'il faut saluer, qu'il faut encourager pour que ça soit intensifié. Et aujourd'hui, dans une semaine, le président de la République va lancer le forum d'autonomisation de la femme au niveau de la RAL. Le ministère est en plein pied pour préparer ce forum sur l'autonomisation de la femme mauritanienne. Et ça, c'est important. Et au passage, le projet Suède est en train de faire un très grand travail sur l'autonomisation de la femme et la dividende démographique. Ils sont en train d'appuyer les ministères dans le cadre de la scolarisation des filles pour essayer d'avoir une rétention des filles au niveau du scolaire. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, une fille éduquée, c'est un enfant préparé pour booster le pays. Et comme vous le savez, l'éducation, elle est importante. L'investissement dans le capital humain est très important. Donc, ces cash transferts, parfois, elles sont conditionnées. C'est pour permettre à la femme d'avoir accès à la santé, de pouvoir suivre la CPN, la consultation pré- et post-natale, pour que la femme ait accès au moins et son accouchement dans une structure de santé sécurisée pour que la femme fasse une grossesse sans risque. Donc, ça, c'est important. C'est vrai, ce n'est pas généralisé, mais c'est une expérimentation pilote. Certainement, ça va se généraliser et le projet va permettre aux familles vulnérables, on dit, parce que toute famille vulnérable, elle est identifiée à la suite d'une enquête sociale où il y a des critères qui sont posés. On croise les critères pour octroyer l'indigence. Et ça, c'est important. Et c'est fait sur des critères très clairs à la suite d'une enquête sociale pour essayer il y a la progéniture, il y a l'habitat précaire, il y a l'éducation, il y a l'handicap. Il y a un certain nombre de critères qu'on croise pour dire que cette famille est les priorités. On classifie selon la priorisation des familles et on les offre ces cash transferts et ces activités génératrices de revenus. Voilà, donc on va essayer d'accélérer, il y a le temps qui presse. Donc on va essayer de revenir un peu sur les priorités nationales, sur les grandes questions en tout cas auxquelles fait face aujourd'hui notre pays. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez au niveau des priorités nationales aujourd'hui. On sait qu'on a le problème de l'unité nationale qui est là. On a le problème également du recensement biométrique qui se pose toujours. On a le problème de la justice sociale en général. Quelles sont selon vous en tout cas les priorités du moment pour la Mauritanie? Je crois que les priorités du moment, comme l'a posé d'un acte très clair le président de la République, c'est de consolider l'unité nationale, c'est d'apaiser cette scène politique pour que tout le monde puisse avancer dans la paix, dans la cohésion, dans l'harmonie. Et cette priorité dans la consolidation de la paix, c'est de diriger les langues nationales, les instituts dans l'éducation, ça c'est une première. Parce que cette unité nationale elle va se concrétiser par la communication.
Justement, on va essayer vous allez essayer un peu de revenir sur ça concernant la loi d'orientation et ce problème de cette question de l'école républicaine avec l'introduction. Vous allez en profiter pour parler de ce sujet quand même, qui est un sujet important, qui est également un chantier vraiment de... C'est l'un des plus grands chantiers aujourd'hui que le président de la République a posé. Oui. Vous savez, avec l'introduction de la langue nationale, on va au moins concrétiser cette unité. Des enfants qui parlent la même langue, des enfants qui échangent dans la langue nationale. Ces enfants, cette gaieté de l'enfant, ça va donner l'espoir pour la pérennité de la Mauritanie. Et vous savez, c'est très important parce que tout enfant qui fait l'éducation par sa langue nationale, l'enfant va percer. Comme vous le savez, nous tous, on passe par le Coran, qui est la langue maternelle. Ça nous permet de maîtriser la lecture et l'introduction de ces langues nationales. Je crois que c'est un maillon assez important pour essayer de construire cette unité nationale. Et comment pourrait-on appliquer cette directive de l'enseignement des langues nationales? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est une loi d'orientation. Parce que c'est prévu pour l'année prochaine. Oui, c'est une loi d'orientation. Est-ce que les conditions sont réunies Bien sûr, c'est une loi d'orientation. On a même créé l'Institut des langues nationales, aujourd'hui qui est basé au niveau de Nouadhibou. C'est un institut où les gens essaient de matérialiser l'apprentissage des langues nationales, qui est important. Aujourd'hui, si ce n'est pas ta langue, on peut communiquer, on peut se comprendre. C'est très important de le faire et c'est une première d'introduire les langues nationales dans le système éducatif. Ça a fait du boucan, mais ça avance lentement. En tout cas, et j'ai vu un inspecteur de l'enseignement fondamental, il dit qu'il a débuté ses enfants par le polar, c'est des génies aujourd'hui. Je connais des c'est familles. La langue maternelle. Ah oui, c'est des génies. Effectivement. Ils matérialisent, ils intériorisent facilement les connaissances et ça permet à l'enfant. Et puis, je crois que c'est limité. Je crois que c'est le fondamental. Après, il y a une langue où tous les enfants vont avoir une langue commune. Ils peuvent se communiquer. C'est comme si on pouvait faire retourner l'internat où les élèves sont dans les mêmes habitations, ils partagent les mêmes lits. Et tu vois, les anciens promotionnels, quand ils se voient, c'est comme c'est des frères qui se voient. Donc c'est important. C'est vraiment cette réforme de la langue nationale, c'est une première. C'est une avancée. Je salue, vraiment, je salue. Avancée, donc je salue le président de la République on va parler d'un dernier point parce qu'il y a le temps qui est presque fini. On va parler quand même de cette problématique également de la gestion des biens publics, qui revient toujours au devant de la scène. Vous avez vu tout dernièrement avec le rapport de la Cour des comptes, il y a eu des têtes qui sont tombées. Donc, quelle lecture faites-vous? Moi, comme je dis, je l'apprécie parce qu'il faut qu'il y ait une certaine transparence dans la gestion des biens publics. Parce que c'est des biens communs. Ça appartient à moi, à Bakri, aux générations futures. Donc, je crois que cette action qu'a fait le président de la République en tombant des têtes qui sont citées dans le rapport de la Cour des comptes, c'était une importance capitale. Et je crois que ça va donner la leçon. La loi, elle est faite pour que les gens ne récidivent pas. La loi, elle est faite quand on sanctionne les gens, d'autres ne récidivent pas. Je crois que c'est une question très importante que les gens, que cet assainissement de la gestion des deniers publics soit fait par le président de la République. C'est une très bonne chose et il a pris ça en main. Et je crois que aujourd'hui, quand on aime les gens, ils vont faire beaucoup attention à la gestion des deniers publics parce que c'est des biens communs, c'est pour tous les citoyens. Ça peut construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Donc c'est très important que la République prenne cette question en main et c'est très important. C'est vraiment ça ma lecture. Merci. Donc, vous allez un peu quand même nous dire un petit mot sur la situation de l'enfance, comme vous êtes donc responsable au niveau du comité d'experts, donc responsable pour l'enfance. Vous allez nous parler un peu de la situation un peu de l'enfance, surtout en Mauritanie, et ce qui est fait vraiment sur ce plan-là. En une minute, si possible, parce qu'on est presque à la fin. Il n'y a pas de souci. En tout cas, sur le plan de la protection de l'enfance, la Mauritanie a fait des avancées très importantes. Vous savez, au sein des communautés, on a 4 points cardinaux. C'est la participation, la non-discrimination, la survie et le développement de l'enfant.
En matière de participation, l'État a mis le Parlement des enfants. En matière de suivi, la Mauritanie a le programme élargi de vaccination. En matière de non-discrimination, on a la loi d'orientation qui rend obligatoire l'enseignement de 6 à 14 ans. Ça, c'est important, c'est ouvert à tous les enfants de la Mauritanie. Et le développement, tout enfant se développe en Mauritanie de façon libre. Et la Mauritanie doit faire valoir ses actions sur le plan continental. Aujourd'hui, la Mauritanie est partie à la charte des droits de l'enfant, du bien des droits de l'enfant, donc il doit respecter ses engagements en faisant des rapports périodiques au comité chaque 2 ans. Et la Mauritanie a de quoi prévaloir ces actions. En matière de législation, on a le Code général de l'enfant, on a le Code de protection pénale de l'enfant. Donc ce sont des instruments que la Mauritanie a mis en place. Et au passage, je lance un appel au gouvernement mauritanien de lever la réserve par rapport à l'article 9 sur la Charte des droits de l'enfant relative à la liberté de conscience que le comité veut demander à tous les États de lever les réserves pour le bien-être de l'enfant africain. Et la Charte africaine des droits de l'enfant, c'est la charte, la seule charte aujourd'hui dans le monde qui prend en compte les aspects de l'enfant africain. L'éducation de l'enfant africain en milieu africain, elle est très importante. On dit que pour éduquer un enfant, c'est tout un village qui doit l'éduquer. Aujourd'hui, quand l'enfant est dans la rue, c'est tout le monde qui l'éduque. Quand il fait un acte qui n'est pas normal, on l'interpelle. Donc aujourd'hui, on demande à la Mauritanie de respecter ses engagements par rapport à la charte, de présenter ses rapports politiques, de faire l'état d'avancement, des actions assez importantes qu'est en train de faire l'État mauritanien. C'est la promotion et la protection de l'enfant, qui est supportée par nos partenaires au développement, que ce soit l'UNICEF, Save Children, World Vision, qui appuient l'État mauritanien pour améliorer les conditions de l'enfant en Mauritanie. Et le comité a pour mandat, selon l'article 32 de la Charte de l'enfant, c'est de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant sur le continent. Vous l'avez dit tantôt, moi je suis rapporteur pour ces pays. Quand il y a des violations, quand il y a des problèmes de droits de l'enfant dans ces pays, c'est moi, en tant que rapporteur des pays, qui parle faire le monitoring, voilà, comment on peut aider l'État. Le comité aide les États à surmonter les problèmes de droits de l'enfant. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour aider, pour booster les États à respecter les engagements par rapport à la charte. Parce que c'est une charte adoptée par l'Union africaine, adoptée par les États africains, donc on doit respecter ces lois. Et pour ça, je lance un appel à l'État mauritanien de ratifier le protocole à la Charte des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées. La Mauritanie a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. On aimerait quand même que ce protocole relatif à la Charte des droits de l'homme concernant les droits des handicapés soit ratifié et signé par la Mauritanie. C'est important pour nos personnes handicapées. Ils doivent être intégrés, bien que l'État a fait des efforts commensurables pour les personnes handicapées. Il y a un décret 2007 qui a créé un comité multisectoriel pour les personnes handicapées. Ça, c'est important. L'État a fait un concours de discrimination positive pour l'accès des personnes handicapées à la fonction publique. Donc, ce sont des efforts assez importants que fait l'État mauritanien. Donc, si elle ratifie ce protocole, elle va permettre à l'État mauritanien de faire ce rapport, il y aura une visibilité de ces actions, même sur le plan continental. Donc, il est important que la Mauritanie vraiment ratifie ces instruments, que la Mauritanie les met en œuvre. Et je lance cet appel au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, qui a pour mandat d'élaborer des rapports aux organes des Nations Unies et de l'Union africaine à faire ce rapport, qui font aussi un travail assez important, parce que l'État mauritanien a créé un comité de rédaction des rapports périodiques aux organes, qui est dirigé par un conseiller de la primatique, ça c'est important. Donc la Mauritanie a tous les ingrédients pour se faire prévaloir une visibilité sur le continent africain. Donc de vive voix, je lance cet appel aux autorités mauritaniennes de voir une visibilité sur le continent africain pour ces actions qu'ils sont en train de faire.
Merci. Voilà, donc on espère que votre appel sera entendu par l'État mauritanien pour le bien-être de l'enfant et pour le respect des droits supérieurs de Mais l'enfant. je ne pourrais pas terminer sans vous dire oui. qu'il y a une offensive sur le plan de la diplomatie mauritanienne. Oui. Je vois que le docteur Ahmed Saïd Mezou est en train de faire un effort assez important Oui. pour appliquer les orientations du président de la République en matière de diplomatie. Comme vous le savez, vous constatez aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a fait une offensive sur la diplomatie mauritanienne. Vous voyez, il rencontre tous les missions diplomatiques en Mauritanie pour booster la diplomatie mauritanienne, pour rayonner le pays des 1000 poètes. Sur le plan diplomatique, je crois qu'il est important. 10 millions plutôt de poètes. Oui, c'est ça. Donc le docteur Messa Moundouzou est en train de mettre en œuvre les orientations du président de la République en matière de diplomatie. Donc, au passage, je réfléchis pour ce travail remarquable. Et je ne peux pas terminer sans remercier le site Madar et remercier notre journaliste singulier, M. Bakary Gueye, qui est l'un des rares journalistes francophones restant en Mauritanie. C'est la vivacité de la langue française. Merci. Donc, vraiment, je vous remercie de vive voix. Merci. Merci donc, docteur Aboubekrine. Donc, voilà, nous arrivons, chers téléspectateurs, au terme donc, de cette émission où nous avons fait le tour des questions nationales avec le docteur Aboubekrine Jara, qui est expert donc, dans les droits de l'enfant donc, au niveau de l'Union africaine, qui est responsable également au niveau du ministère des Affaires sociales et qui est aussi grand militant du parti INSAF et soutient... Oui, je suis le chef de service suivi et évaluation à la direction des études, de la coopération et du suivi au ministère de l'Action sociale. C'est une direction transversale qui fait un travail remarquable au niveau du ministère. Donc le suivi et l'évaluation est très important pour ce département. Voilà, merci donc pour cette correction, précision. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine pour une prochaine émission Dialogue politique avec un autre invité qui viendra ici pour vous entretenir de la situation politique, de l'actualité en Mauritanie. Bonne soirée.